Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est Sarah Pouchet, jeune trentenaire partie voyager sur le continent américain pour rencontrer des entrepreneurs. Cette semaine, je reçois à Sao Paulo Armelle Champetier, qui a monté la filiale de Yogist au Brésil. Après 7 ans de contrôle de gestion, Armelle a décidé d'envoyer bouler sa carrière corporate toute tracée, sans trop savoir pourquoi faire. Quand elle rencontre Anne-Charlotte, la fondatrice de Yogist en France, c'est une évidence. Elle va monter la filiale de Yogist au Brésil. Armelle nous raconte sans langue de bois toutes les étapes de cette reconversion, son travail avec une coach, sa formation en Inde, puis ses débuts dans l'univers impitoyable du commercial jusqu'à ses premiers clients. J'espère que cette discussion vous plaira autant qu'à moi, et si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire sur iTunes. Bonne écoute! Bonjour Armelle. Bonjour Sarah. Bienvenue dans Jump. Merci beaucoup. Alors Armelle, on est ici donc à Sao Paulo. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenue entrepreneur au Brésil ? Oui, alors c'était pas du tout prévu à la base. Moi, je suis arrivée au Brésil pour faire une grande carrière corporate dans des multinationales françaises. J'avais vraiment cette idée de tu commences ta carrière en VIE ou dans un contrat local ou n'importe quoi. Et voilà, tu gravis les échelons et puis ensuite t'es envoyé dans un autre pays, encore dans un autre pays. J'avais un peu cette vision de carrière internationale qui a été notamment la carrière de mon père. Et finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Déjà, premièrement, je me suis beaucoup plu au Brésil. Donc j'avais envie d'y rester. Et puis en fait, ce côté de recommencer tout depuis le début, se faire des copains, trouver un boulot dans un pays étranger, c'est quand même une sacrée aventure. Donc il faut avoir l'envie de refaire ça tout le temps. Et donc, mon parcours professionnel ici m'a retenu au Brésil. Et cette idée d'entreprendre, je pense que je l'aurais jamais fait si j'étais en France. En fait, au Brésil, j'ai cassé quelques barrières mentales, on va dire. Donc, moi qui me voyais pas du tout entrepreneur, qui me suis toujours vue un peu comme suiveuse, donc le bon petit soldat dans mon job en contrôle de gestion dans les 2 boîtes dans lesquelles j'ai travaillé. Et en fait, j'ai commencé à vraiment me poser... réussir à me dire non, c'est pas forcément ça. Je me suis libérée en fait de cette espèce de pression qu'on a peut-être quand on est diplômé de grande école en France et que il faut. Aujourd'hui, c'est plus trop ça parce que il y a un peu la mode de l'entrepreneuriat, mais moi à l'époque c'était un peu ça, les grandes carrières et avoir des grands postes. Et du coup, il faut un peu une distance, je pense. Géographique, en fait, voilà, exactement. La distance géographique aide à prendre de la distance culturelle et un peu sur ces modèles qu'on peut avoir quand on est issu de ces grandes écoles. Et du coup, je me suis pas du tout dit je veux absolument être entrepreneuse en fait. Donc au bout de 7 ans de contrôle de gestion chez Pernod Ricard et ensuite chez JC Decaux, je me suis dit bon, j'ai plus envie de faire ça, je me vois pas dans la carrière financière, mais je me suis pas dit je veux absolument entreprendre. Je me suis dit je veux passer mon temps et tout ce temps qu'on passe à bosser, il faut que ce soit pour quelque chose qui me fasse plaisir, que j'apprécie, où j'ai vraiment l'impression de contribuer d'une certaine forme. Et il se trouve que ça s'est traduit en un projet d'entrepreneuriat, mais ça aurait très bien pu ne pas l'être, en fait. Et ce qui m'a vraiment poussée à ça, c'est cette volonté, le fait d'avoir rencontré la fondatrice de Yogist. Et c'est ça, en fait. C'était pas du tout absolument l'entrepreneuriat, c'était un projet qui me botte. J'ai eu cette conclusion de je me projette pas dans ce genre de carrière, mais il y avait cette question si c'est pas ça, qu'est-ce que ça va être? Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de me faire aider. Et ça, je pense que c'est une des premières choses, une des premières leçons qui sert ensuite beaucoup dans la vie d'entrepreneur, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide et à être accompagné par qui sait. On peut pas tout savoir, on fait que des choses qu'on sait pas faire quand on est entrepreneur. Et du coup, j'ai fait un coaching de carrière avec quelqu'un qui m'a vraiment permis de mettre le doigt sur les choses qui me faisaient vibrer, alors que jusque-là, je suivais un peu le parcours tout tracé. Et donc, ce coaching m'a permis de me faire voir à quel point la pratique d'un sport de manière régulière était bénéfique pour ma vie professionnelle, donc pour ma santé mentale, pour ma productivité, pour ma relation avec les autres. Et donc, je me suis dit, c'est là-dedans que je veux travailler. Ça a été la conclusion de mon coaching, mais c'est pas, on n'en est pas encore à l'idée de business, on n'en est pas encore au type de poste qu'on peut chercher, quoi. Tu te dis, je veux bosser dans le sport,
mais je sais pas qu'est-ce que je peux faire en fait. Ça a été ça une des difficultés, c'est de dire bon bah c'est ça que tu veux faire, mais qu'est-ce que toi tu peux apporter dans ce business-là. Et ça c'est un vrai challenge quoi. Quand on a toujours été quand ça a toujours été clair en fait ce que je pouvais apporter, ma force de travail, mon esprit analytique, plein de qualités qui sont très valorisées dans les grandes entreprises. Mais là, tout d'un coup, c'était de nouvelles questions de bon bah ouais, c'est bien gentil que tu aimes bien faire du sport, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire et quelle va être ta valeur là-dessus. Et donc, à partir de ça, je me suis dit bon bah encore une fois, parlons aux gens qui savent. Et je suis allée à la rencontre. Enfin, j'ai vraiment contacté des gens qui travaillaient de près ou de loin dans ce genre de secteur. Et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec Anne-Charlotte Vicino, qui est donc la fondatrice de Yogist. Alors attends, si on revient juste un tout petit peu au début sur la genèse de comment est-ce que tu as fait tout ça. Oui. Donc, tu te rends compte au bout de tes 6 ans entre Pernod Ricard et JC Decaux que c'est plus pour toi, que cette carrière toute tracée finalement, tu n'en veux pas. Tu sais pas exactement ce que tu veux faire, donc tu fais ce coaching. Ça dure combien de temps à peu près ? Ça dure à peu près 6 mois, donc c'est assez variable en fait, parce que un coaching c'est très éprouvant, ça demande beaucoup éprouvant, c'est très exigeant. On a une session avec la coach et en fait elle te dit bon bah pour la semaine prochaine tu vas remplir ce tableau où tu vas penser à tout ce que tu as appris durant tes différentes expériences professionnelles, de qui tu l'as appris et qu'est-ce que tu penses de ton chef de cette époque-là. Et donc, il faut vraiment avoir le temps et la disponibilité de cerveau pour se poser après une journée de boulot intense et de se dire, bon, je vais repenser à ça. Donc, ça peut prendre du temps. Moi, j'avais vraiment envie d'avancer là-dessus, donc je l'ai fait, mais on peut faire une session. C'est une dizaine de sessions, en gros, donc on peut les faire toutes les semaines, toutes les 2 semaines, mais aussi, on peut se dire, ah là, j'ai un gros projet de boulot, pendant 1 mois, je vais avoir la tête sous l'eau. Ça sert à rien de se mettre le coaching en plus, donc ça dépend un peu de sa disponibilité. Donc moi, ça a duré 6 mois. Donc ça dure 6 mois. Au bout de 6 mois, la conclusion, c'est j'ai envie de mettre le sport plus au centre de ma vie professionnelle. Exactement. Et de me lancer à mon compte. Combien de temps, du coup, il se passe aussi entre le moment où tu as cette révélation, entre guillemets, et le moment où tu quittes JC Decaux ? Alors, il s'est passé 1 an et demi. Donc ça, pour diverses raisons. D'abord, j'ai eu l'occasion, à la fin de mon coaching, ça coïncidait avec un moment où j'ai été promue chez JC Decaux et j'ai commencé à avoir un job de manager. Donc je trouvais ça vraiment intéressant. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, ce sera une bonne expérience à amener avec moi pour le reste de ma carrière, de savoir travailler avec d'autres gens, recruter aussi, parce que c'est quand même un vrai challenge de savoir recruter. J'étais dans un contexte où l'entreprise était en pleine croissance, donc on était en création de postes tout le temps. Donc c'est pas juste bon bah j'ai quelqu'un qui est parti, je vais devoir recruter quelqu'un à sa place. C'est vraiment il va y avoir un nouveau poste, quel genre de personne je veux avoir, quel boulot je vais lui donner, etc. Donc ça a retardé un peu mon jump. Et ensuite, il y a la question très pragmatique du visa au Brésil. J'avais besoin de rester encore quelques mois chez JC Decaux pour avoir mon visa et vraiment j'avais envie d'être en situation régulière pour pouvoir ensuite entreprendre ou être embauchée. Quoi qu'il arrive, il fallait que je sois légale et donc ça a été un moment où il a fallu être patiente jusqu'à ce que ce maudit visa sorte et que je puisse voler de mes propres ailes. Donc 1 an et demi avant que je sorte et après, avant que je lance Yogist, encore 6 mois. Donc tout ça, c'est un process assez long. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve qu'on a un peu le mythe du tout plaquer. Mais en fait, moi, ça n'a pas du tout été comme ça. Ça a été quelque chose de très, très réfléchi. Comme je disais, je m'étais jamais vue entrepreneur. Donc il faut que son cerveau se fasse à cette idée-là, en fait. De dire non, en fait, ce chemin tout tracé que tu n'avais jamais vraiment questionné, ça va pas être ça et en fait on a du mal à se défaire de ce genre de choses qu'on prend pour acquis à la base. Donc d'un côté il faut se donner le temps de s'habituer à cette nouvelle idée, de cette nouvelle projection de vie, et d'un autre côté il y a la programmation, justement cette question de visa, la programmation financière, vraiment concrètement comment ça va être pour pas que l'expérience tout se tourne à court. Tourne court, exactement. Donc pour moi peut-être aussi c'est mon caractère qui fait que j'avais besoin de savoir un minimum comment ça allait se passer. Donc j'ai pris le temps de me programmer avec ce risque d'un moment se désespérer un peu en se disant bon je vais jamais y arriver quoi, ça va jamais arriver ce moment où enfin je vais pouvoir voler de mes propres ailes.
Et finalement, donc il est arrivé. Au bout d'1 an et demi, donc tu quittes JC Deco, tu contactes Anne-Charlotte. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre et de quelles sont les premières étapes qui ont mené à la création de Yogist au Brésil? Oui, cette première rencontre a été vraiment très déterminante parce que moi, j'avais contacté Anne-Charlotte dans un premier temps pour juste dans cette optique d'échange d'expérience. Vraiment, cette idée il faut s'ouvrir l'esprit, voir de nouvelles perspectives. Donc, parlons à des gens qui ont fait les choses différemment. Et Anne-Charlotte, elle avait fait ça, d'avoir un job dans une grosse boîte, une carrière toute tracée, et d'avoir largué son boulot pour monter Yogist avec un concept hyper novateur et qui de ma vision depuis le Brésil, avait l'air de super bien marcher. Donc à la base, moi, je l'ai appelée en lui disant j'aimerais bien que tu me racontes. Voilà, moi, je connais la partie extérieure, donc raconte-moi de l'intérieur comment s'est passée cette reconversion. Et j'avais dû caler en disant ah oui, et d'ailleurs moi aussi je fais du yoga, ça faisait même pas 1 an que je faisais du yoga, j'étais pas si assidue que ça. Et en fait, mais bon, comme quoi rien n'est au hasard, parce que très très vite dans notre conversation, donc on a eu une petite conversation sur Skype, et elle était déjà dans un mindset de développer Yogist à l'international, et donc tout de suite c'est elle qui m'a dit est-ce que tu veux pas développer Yogist au Brésil? Et en fait, donc c'est assez amusant quand je disais je me voyais comme une suiveuse. Bon, c'est un peu péjoratif de dire les choses comme ça, mais l'idée en fait d'oser proposer ça est venue d'elle, mais c'était le petit coup de pied dont j'avais besoin, quoi. Donc vas-y, saute, quoi. Et en fait, à partir de là, je me suis dit oui, en fait, c'est ça. Donc encore une fois, je veux pas absolument entreprendre. C'est un concept qui me plaît. Je pense qu'il y a un espace au Brésil pour ça. Et donc, ça implique d'entreprendre. Mais si ça avait été sous une autre forme, si elle m'avait dit, voilà, je viens de lever 3 millions d'euros, donc je vais en allouer tant pour le développement au Brésil, ça m'aurait convenu aussi. C'était pas moi, ce que je voulais, c'était travailler à un objectif qui avait du sens pour moi, qui était un peu améliorer ce quotidien dans les grandes entreprises, qui est franchement pas très gai. Il y a plein de bons côtés, hein, je vais pas cracher là-dessus, mais je trouve qu'on souffre beaucoup et on se sent pas bien. Beaucoup de gens se sentent pas bien dans leur boulot, et je trouve que c'est dommage parce que on pourrait très bien faire les choses autrement. Donc c'était ça, cette ligne de fond qui me motivait vraiment, et je me dis it makes sense. Moi, j'ai fait du yoga ces derniers temps, et c'est ça qui m'a vraiment permis de tenir le coup au boulot. Et pourquoi est-ce que tout le monde pourrait pas en bénéficier? Et en plus, le business model de Yogist est super solide. Elle m'a vraiment convaincue. C'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui a beaucoup de charisme et qui sait très bien vendre son projet. Donc à ce moment-là, en un simple coup de fil, elle me l'a vendu aussi assez rapidement. Et donc, il a fallu que tu deviennes yoga instructeur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du yoga et de comment est-ce que tu t'es formée? Oui, donc on a cet aspect chez Yogist qui est d'avoir un yoga compatible avec le milieu de l'entreprise. Mais on s'inspire beaucoup de cette pratique millénaire, et donc pour un peu avoir de la crédibilité, ne serait-ce que pour embaucher des profs, il faut savoir de quoi on parle. Et donc Anne-Charlotte m'a aiguillée vers une école de yoga en Inde, à Mysore, où c'est un entraînement intensif d'1 mois. Donc tous les matins, on se lève à 5h du mat pour faire 2 heures de yoga, puis ensuite petit-déj, et puis ensuite on en refait. Enfin voilà, comme ça toute la journée, du lundi au samedi. Le dimanche, on a droit à un break. Mais donc c'est un truc hyper. Moi, je m'étais jamais dit je vais aller en Inde. Je m'étais évidemment jamais dit que j'allais devenir instructeur de yoga. Mais voilà, c'était un challenge que je trouvais intéressant. Mais bon, ça a été vraiment sortir de sa zone de confort, parce que moi, j'avais vraiment très peu de yoga à mon actif à ce moment-là. En plus, pour couronner le tout, j'ai eu un petit incident en arrivant en Inde où j'avais pas fait le vaccin de la fièvre jaune, alors que venant du Brésil, il le fallait. Mais en fait, comme j'avais transité par la France, je m'étais pas très bien renseignée. Donc, en atterrissant à Bangalore, avec 9 heures de décalage horaire et je sais pas combien d'heures de vol, j'ai été embarquée en quarantaine parce que j'avais pas la carte de vaccination. Et donc, bon, voilà, cet épisode a fait que quand je suis finalement arrivée à l'école de yoga pour commencer les cours, j'étais là, il y a aucun autre endroit où je voudrais être. Et j'ai vraiment j'ai complètement oublié le projet de yogiste pendant ce mois-là. Je me suis vraiment dédiée à cette pratique, et j'ai énormément appris, et j'ai eu des camarades pendant ce mois-là avec qui j'ai eu des super échanges. Enfin, c'était une expérience vraiment super qui a été aussi l'occasion de vraiment être le point de départ de ma nouvelle vie, entre guillemets. Mais
c'était vraiment, c'est une manière de se déconnecter complètement. Et quand j'en suis sortie, j'étais presque une autre personne, quoi, on peut dire. Enfin, j'avais vraiment beaucoup évolué de ce point de vue-là. Ne serait-ce que de se dire, j'ai donné un cours de yoga en anglais. Enfin, je suis capable de faire ça maintenant. C'est quand même un truc auquel j'aurais vraiment jamais pensé 6 mois plus tôt, quoi. Et comment ça s'est passé quand tu es revenu ici au Brésil pour lancer Yogist et les débuts, les premiers clients, etc. Alors moi, j'avais un avantage de connaître le yoga de connaître le Brésil depuis un moment et d'avoir été un peu préparée à toute la bureaucratie. Il faut savoir que le Brésil, je n'ai plus le chiffre exactement en tête, mais est peut-être 145e sur 190 en termes de start business et doing business. Donc c'est vraiment horrible. C'est de la bureaucratie à n'en plus finir, surtout quand on a un associé étranger. Donc en fait, il faut savoir s'entourer. Hein, c'est ce qu'on dit au Brésil. Il faut un bon avocat, un bon comptable pour commencer un business, parce qu'en fait, sinon, tout seul, il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui se cassent les dents en arrivant ici parce que c'est la terre des opportunités, mais il faut quand même savoir gérer ce genre de petits détails. Mais le sachant, encore aujourd'hui, ça m'arrive de m'arracher les cheveux à cause de ça, mais ça fait partie du deal. Il faut l'accepter, puis il faut faire avec, quoi. Donc il y a eu ce côté administratif, mais très vite, comme c'était un business qui existait déjà et que en fait, ça a beau être très innovant, c'est un pitch très 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 clair à faire et très très simple en 2 phrases, donc on explique très très bien ce que c'est. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, qui est donc le concept de yoga corporate qui a été pensé pour les entreprises pour aider les gens à gérer leur stress et leurs troubles musculo-squelettiques, donc pour qui est toute la journée devant un ordinateur, avec une méthode qui se pratique sans matériel, sans changer, sans transpirer et sans rien d'ésotérique. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter ces techniques à inclure dans ta routine. Donc ça ne veut pas dire t'arrêter 1 heure pour faire ta pratique de yoga. C'est, moi, c'est vrai que j'ai tendance à avoir ce petit point au milieu du dos quand je suis un peu stressée, quand je suis un peu fatiguée. Je vais faire les mouvements qui aident à faire ça. Ou en ce moment, je suis fatiguée, je dors pas bien, j'arrive pas à me concentrer. Il y a des exercices de respiration qu'on fait sur sa chaise au bureau pour arriver à travailler mieux. Donc c'est vraiment en plus un discours qui se vend très facilement tant aux entreprises que aux collaborateurs, parce que tout le monde a envie de se sentir mieux. Donc le pitch est très clair, et ça aussi c'est quelque chose qui m'avait attiré. C'est pas du tout tiré par les cheveux. On comprend tout de suite de quoi il s'agit. Et donc on a commencé à rencontrer des gens, notamment moi de mon réseau ici, et à travers les clients de Yogist en France. Quand tu dis on, c'est toi et Anne-Charlotte qui est venue, n'est-ce pas ? En fait, elle est venue le premier mois de lancement de Yogist, elle est venue au Brésil pour m'épauler là-dedans, et ça a été vraiment mon mentor en fait pendant un moment. C'était quelque chose d'ailleurs qu'il a dû falloir accepter, parce que on est associés et on est sur le même pied, et c'est sûr qu'au début, c'était un peu c'était elle qui avait tout à m'apprendre. Moi, je pouvais un peu lui expliquer, le Brésil, ça se passe comme ci, comme ça, mais il a fallu avoir cette humilité pour accepter qu'elle m'explique comment on fait les choses. Et je pense que c'est très important d'être humble, mais ça a été une des choses il y a des moments où on se dit ça va, moi aussi, c'est moi qui monte le truc ici, mais voilà, il faut savoir accepter ça et en tirer le maximum, parce que c'était très précieux de passer ce temps-là avec elle. Et tu dis, vous êtes associés, donc vous êtes associés juridiquement à 50-50, c'est ça ? Exactement, parce que l'idée, en fait, on avait pensé à un modèle de franchise au début, mais ce qu'on voulait, déjà, une franchise, c'est quand même quand il y a la franchise McDo, t'ouvres un resto, tu mets McDo dessus, déjà tu vas avoir des clients rien parce qu'il y a écrit McDo. Ce qui n'est pas le cas de Yogist, qui est très à son succès en France, mais c'est pas encore une marque internationalement connue. La boîte avait 1 an et demi, je crois, à l'époque. Donc ça, c'est une raison pour laquelle on ne voulait pas faire de franchise. Et deuxièmement, c'est aussi parce qu'une franchise, c'est un peu, voilà, je te donne les clés, la méthode, et puis maintenant, débrouille-toi. Et nous, on avait vraiment envie d'une collaboration plus proche, d'avoir un vrai appui et un vrai échange aussi, autant de la France vers le Brésil que du Brésil vers la France, et peut-être avec d'autres pays après. Donc c'était un modèle qui nous convenait. On a fait ce qu'il fallait, ce truc de s'associer. On n'était pas vraiment amis, on se connaissait pas trop, mais avec quelqu'un que tu connais, qui est un peu du même background et tout, on n'est pas tombé dans l'écueil de pas formaliser comme il faut les choses et de pas aller dans le fond des questions. Parce qu'en fait, quand on fait un pacte d'actionnaires, ça veut dire qu'on est en train de discuter. imaginons tout se passe mal. Comment est-ce qu'on va résoudre le problème ? Et c'est pas des discussions faciles à avoir.
Surtout quand on est au début d'une aventure et on est plein d'espoir et on se dit ça va être génial, tout va super bien se passer. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire et si tout se passait pas bien. Donc ça, il a fallu le faire et je pense qu'on l'a vraiment très bien fait parce que il faut quand même avoir confiance l'une en l'autre pour faire ça et je pense que vraiment ça a été ces discussions se sont très bien passées. Donc elle vient ici au Brésil. Ouais. Vous commencez la prospection ensemble. Oui. Comment ça se passe? C'est vraiment ça. C'est comment les premiers rendez-vous, on les a décrochés assez facilement parce que voilà, c'était des contacts personnels que j'avais ou qu'elle pouvait avoir. Et c'est en fait, moi j'ai découvert un peu la vie de commercial parce que j'avais jamais fait ça. Comment est-ce que tu te comportes quand tu arrives chez un client, que tu vas dans une salle de réunion et que il te pose une question auquel tu n'avais pas vraiment pensé. Donc Anne-Charlotte qui connaît son business sur le bout des doigts, évidemment que c'était sympa de pouvoir regarder et observer et puis avoir un débrief après et un peu se faire la main, quoi. L'idée c'était vraiment ça, de se faire la main du point de vue commercial. Et après, un peu aussi, c'était dans les deux sens, lui expliquer vraiment la réalité du Brésil, quelles pouvaient être les potentielles différences. Mais cette première phase à deux a été très rapide, hein. Ça a duré, je pense qu'elle est restée 3 semaines au Brésil, un truc comme ça. Et après, j'ai été... En plus, après, elle allait rentrer en France et il y a tellement de projets et vraiment beaucoup de choses qui se passent aussi en France. Donc, pour le coup, j'étais... ça y est, j'étais maître de mon bateau et donc voilà, il a fallu prendre le relais. Et comment ça s'est passé ? C'est toujours un peu flippant, hein. On se dit bon, mais alors là maintenant qu'est-ce que je fais ? Moi je me suis raccrochée à une manière assez systématique d'agir en se disant on va pas prendre personnellement chaque réunion, chaque retour négatif ou chaque absence de retour. C'est vraiment on enclenche la machine, quoi. On essaie de se dire qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que j'arrive à faire connaître mon business. Donc il faut faire du networking, il faut regarder les événements RH, il faut regarder qui sont il faut un peu s'inspirer d'autres entreprises qui font le même type de service. Donc c'est beaucoup de découvertes et vraiment aller à la rencontre des gens, quoi. Ensuite, du point de vue commercial, il faut évidemment réussir à décrocher ces entretiens. Donc, c'est beaucoup de LinkedIn et c'est beaucoup de networking au Brésil. En France aussi, c'est comme ça, mais au Brésil, en fait, une entreprise va prendre ton service limite plus parce qu'elle t'aime bien ou que t'es la copine de machin que parce que tu fais un bon boulot. Et d'ailleurs, du coup, il y a beaucoup de services, et notamment RH, qui sont pas de super qualité juste parce qu'il y a machin qui a voulu refiler son pote qui est coach ou qui fait des formations. Donc ça aussi, avec la mentalité française... on a du mal à s'y faire, quoi. On se dit, ce qui compte, c'est la qualité du produit. Donc évidemment que je vais pas arrêter de me préoccuper de la qualité du produit, mais il faut commencer à se faire un réseau, à se faire bien aimer, pas s'inventer un personnage, mais savoir jouer sur ses atouts, qui est que les Français aiment bien les Brésiliens. Ah, t'es Français, tu parles bien portugais, ce genre de truc. Il faut savoir en jouer pour arriver à s'attirer le bien vouloir de son public. Et donc ça a été un véritable apprentissage parce que pour avoir bossé en finance et dans des boîtes françaises avant, j'avais vraiment jamais eu besoin de le faire. Et c'est essentiel d'avoir ce genre de capacité au Brésil. Mais c'était vraiment un challenge qui me motivait, quoi. Je me dis, un truc que j'aurais jamais cru être capable de faire, je vais y arriver. Et c'est pas parce que y a pas de raison que j'y arrive pas. C'est quelque chose à laquelle je reviens souvent. C'est si les autres y arrivent, s'il y a eu des boîtes successful, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Alors peut-être que ça prendra du temps, peut-être que je vais me planter à certains moments, mais faut se dire je suis pas plus bête qu'une autre, quoi. Donc mais après il faut savoir apprendre ce genre de leçons. Par exemple, il suffit pas d'avoir un produit de bonne qualité, il faut savoir avoir un bon network. Et ça c'est vraiment un travail de fond et ça a été la grosse difficulté, le gros challenge de Yogis la première année, c'est lancer des bouteilles à la mer dans tous les sens et puis attendre qu'éventuellement il y en ait une qui revienne. Mais c'est beaucoup ça, quoi. C'est beaucoup de proactivité, beaucoup de prise de contact et très très peu de retour pendant un moment. Mais je pense que ça, c'est vraiment le lot de tous les commerciaux. Exactement. Mais bon, moi, je ne le savais pas. Et est-ce que le yoga, c'est aussi à la mode ici au Brésil que ça l'est en France ? C'est difficile à dire parce que moi je vais dire que oui, mais je suis complètement baignée dans ce milieu-là. Je vois par exemple, un de nos clients, c'est une banque, un assureur public brésilien, donc vraiment le cliché de la boîte publique avec des gens qui sont depuis des années vraiment pas très modernes dans leur tête, on va dire. Et effectivement, il y a plein de gens qui connaissent pas le yoga, et ça c'est un de nos principaux challenges, c'est
montrer aux gens que le yoga, c'est pas forcément le hippie au fin fond de l'Inde en train de méditer toute la journée. C'est nous, on apporte des outils pour se sentir mieux. Donc en fait, c'est un peu le revers de la médaille d'utiliser l'expression yoga corporate. Évidemment qu'on surfe un peu sur la mode du yoga, mais en même temps, on se met à dos les gens qui ont un peu des préjugés sur ce que peut être la pratique du yoga. Mais moi, je trouve que c'est excellent d'arriver dans des boîtes et de faire découvrir le yoga à des gens qui n'en ont jamais fait. Par exemple, en avril, j'ai fait une initiation avec tout le personnel d'un des Novotel de São Paulo, avec les cuisiniers, les femmes de chambre, etc., des gens qui ont des jobs hyper exigeants physiquement. Et à la fin de la journée, ou à la fin de la nuit de boulot, pouvoir leur offrir ces techniques qui vont permettre de sauver leur lombaire ou juste de se sentir mieux. Pour moi, c'est ça notre mission, quoi. Donc justement, moi, j'adore aller à l'encontre des publics qui connaissent pas ou qui regardent un peu d'un œil suspect. Parce que je me disais qu'ici, en plus, beaucoup de gens avaient une hygiène de vie, du coup, pas très saine en termes de sédentarité, etc. Déjà, São Paulo, c'est une ville énorme. Il y a très, très peu de transports en commun. Donc, les gens sont toute la journée dans leur voiture. Ici, c'est tout à fait normal de passer 1h30 dans sa voiture pour aller au bureau. Donc, ça fait 3 heures par jour. Et ensuite, ils arrivent chez eux et ils allument la télé. C'est vraiment la culture, elle est un peu à l'américaine, avec une télé dans chaque pièce de la maison. Donc c'est pas, ou alors c'est l'extrême inverse où c'est les gym rats, comme on dit ici aussi, à l'expression en portugais, où ils sont un peu obsédés par la physique, mais je veux dire, il y a pas de juste milieu, il y a pas le coureur du dimanche comme on a en France où on se dit je suis pas trop sportif, mais il faut quand même que je m'entretienne. Donc pour le coup, pour moi, ça fait encore plus de sens d'apporter. Pour moi, en fait, ce qu'on apporte en entreprise, c'est aussi une porte ouverte à une hygiène de vie meilleure. Si la personne commence à pratiquer cette activité qui est relativement light, peut-être que dans un deuxième temps, elle dira tiens, je vais peut-être essayer de m'alimenter mieux, etc. Ça enclenche un cercle vertueux. Alors, pour terminer cette interview, les 4 questions que je pose toujours à mes invités. Un conseil pour les aspirants entrepreneurs au Brésil. Donc ça, c'est un peu ce que je disais au début, c'est ne pas sous-estimer la bureaucratie brésilienne. En fait, c'est vraiment le double tranchant du Brésil. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités, mais pourquoi est-ce qu'elles existent ? C'est parce qu'elles sont pas si faciles que ça à saisir. Donc, je pense qu'il faut vraiment, dans un premier temps, se connaître mieux le pays, parler la langue, bien sûr, et s'entourer ici, il y a la communauté French Tech, il y a beaucoup de réseaux d'entrepreneurs, donc vraiment aller demander à qui est déjà passé par là, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, et puis s'accrocher. Le Brésil, c'est pas du quick win. Il faut pas être là pour 2 ans et se dire je revends 2 ans plus tard. Il faut un peu s'installer dans le long terme. Par exemple, c'est pas exactement, c'est un peu une autre situation, mais par exemple Decathlon, qui est ici depuis une 15aine d'années, une 20aine d'années, a fait sa première année bénéficiaire l'année dernière au Brésil. Donc évidemment que quand c'est une grosse boîte comme ça et de la grande distrie, c'est un peu un autre contexte, mais il faut se préparer à être là pour un petit moment. Est-ce que tu as un livre qui t'a particulièrement inspiré sur l'entrepreneuriat ou le yoga ou autre ? Alors, un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est le Power of Habit, qui est le pouvoir des habitudes. Je ne sais pas quelle est la traduction en français. Mais donc, ça m'a inspiré dans le sens où c'est tout à fait dans le cœur de business de yogistes, qui est que comment est-ce qu'on change les habitudes des gens ? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce qu'ils aient ces changements d'habitudes ? Et c'est aussi très inspirant pour la vie d'entrepreneur. Comment est-ce que, du jour au lendemain, on est là tout seul dans sa cuisine, sur sa table, en se disant comment je vais organiser ma journée, et en fait ça donne pas mal d'idées de comment être plus productif et savoir s'organiser, parce qu'en fait quand on a 0 contrainte, on a très vite fait d'être un peu éparpillé et en fait de pas se poser pour se dire en fait qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps que j'ai et comment je vais organiser mon temps. Donc et en plus c'est vraiment très bien, c'est très facile à lire, c'est plein d'exemples, donc il y a plein d'exemples business aussi dedans. Donc vraiment, je recommande. Est-ce que tu as une idée de boîte pour moi ? Alors, encore une fois, moi, je suis pas le profil de l'entrepreneur qui a eu 1000 idées et qui s'est dit laquelle je vais choisir. Mais du coup, en commençant à côtoyer l'écosystème entrepreneur, surtout au Brésil, moi, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est autour de l'environnement et ces questions-là, et aussi de
des questions urbaines, notamment à São Paulo, qui est une ville gigantesque, qui est pleine de problèmes dans ce sens-là. Et du coup, moi, si demain je devais monter un autre business ici, ce serait sur ces chaînes d'approvisionnement en circuit court avec des magasins sans emballage, etc. Mais avec une notion sociale, parce que ici il y a un peu l'effet bulle dans les quartiers où j'habite, les gens que je fréquente, voilà, tout le monde a sa petite paille en alu et enfin voilà, ou en inox et voilà son orgueil d'avoir des attitudes un peu friendly, enfin pour l'environnement, mais je pense que un business de ce genre-là, il faut aussi qu'il y ait une dimension sociale avec une question d'accessibilité. Donc peut-être, je sais pas, un réseau de potagers urbains avec une plateforme, une appli qui met en relation les gens. Genre, toi, tu fais des carottes, moi, je fais des salades. Échangeons nos carottes et nos salades. Ok, pourquoi pas, je vais y songer. Et enfin, et on enchaînera là-dessus, quelle est ta chanson brésilienne préférée ? Alors moi, je suis une très très grande fan de la musique brésilienne et je pense que c'est une des grandes raisons pour lesquelles je suis encore ici presque 10 ans plus tard. Donc j'aime beaucoup la samba et j'aime beaucoup aller écouter de la samba. Et récemment, il y a peut-être 2 semaines, il y a une grande chanteuse de samba brésilienne qui est décédée, qui s'appelle Beth Carvalho. Et donc je conseillerais une de ses chansons. Enfin, au Brésil, il y a tout le monde chante les chansons de tout le monde, donc je peux pas vraiment dire que c'est ses chansons, mais son interprétation une chanson. Alors je vais pas me souvenir de qui elle est, mais le nom de la chanson s'appelle Regra 3, la règle de 3, et donc elle a une très jolie voix et c'est vraiment ce qui peut faire tomber amoureux du Brésil, c'est Beth Carvalho. Super, merci beaucoup Armelle. Merci à toi pour ton invitation. Et à la semaine prochaine les auditeurs. Resolveu ficar.